Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, c'est sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler Israël, on va parler sionisme, on va parler troisième temple, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous serez membre, tout comme notre ami François Martin, Jean-Michel Vernochet, Laurent Michelon, Pierre-Antoine Plaquevent, Dimitri de Kochko et tous les autres. Faites partie du club avec eux aussi. N'oubliez pas, si vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et puis, la soirée, c'est complet. Nous serons 800. Voilà, nous serons sur tous les médias associés. Donc, c'est totalement complet. Nous ne prenons plus d'inscriptions. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne m'appelez plus. S'il vous plaît, arrêtez, ne m'appelez plus. Il n'y a plus de place. Voilà, c'est fini. Merci de nous faire confiance. Merci d'être aussi nombreux. Mais c'est terminé. On ne peut plus accueillir plus de monde. Et puis, bien sûr, il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte. Géopolitiqueprofonde.com. On reçoit ce soir Youssef Indy, pour son dernier livre comme co-auteur avec Pierre-Antoine Plaquevent, notre ami Pierre-Antoine Plaquevent, que nous saluons. Bonjour cher Youssef. Bonjour. J'ai un peu taclé, comme d'habitude, les médias sur le côté superficiel. Comment vous expliquez justement ce côté superficiel et le fait que les gens, sur ce conflit, ce grand conflit, en réalité, sont sous-informés? S'ils étaient informés comme il se doit, ils basculeraient tous dans l'antisionisme. Je m'explique, quand on écoute les discours, et maintenant c'est plus du tout caché, c'est ce qui a fait augmenter l'hostilité des peuples du monde vis-à-vis d'Israël, ce sont les déclarations génocidaires du ministre de la Défense israélien qui a qualifié les Gazaouis d'animaux humains, les déclarations de Benjamin Netanyahou au début du génocide à Gaza, disant que le peuple d'Israël est le peuple de la lumière et les Palestiniens le peuple des ténèbres. Du point de vue du droit international, il y a là en fait une intention caractérisée de commettre un génocide. Alors moi, ça fait des années que j'écris sur ces questions-là, et d'une certaine façon, Benjamin Netanyahou et ses ministres ont officialisé le messianisme, le sionisme messianique d'Israël actuellement. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple dans les grands médias, c'est Darius Rojbin qui avait invité sur LCI en avril 2024 Ehud Barak, qui est l'ancien Premier ministre israélien, ancien ministre de la Défense, et qui est lui travailliste, et qui a dit très clairement que Benjamin Netanyahou, sous l'influence de ses ministres messianistes, voulait déclencher une guerre contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. D'une certaine façon, notre discours, notre analyse, nos travaux ne peuvent même plus être qualifiés de complotistes, puisque c'est le discours officiel des dirigeants israéliens. Donc même les grands médias maintenant parlent. Mais malgré tout, malgré la sous-désinformation, les gens n'ont pas de sympathie pour Israël. Ça, c'est ce que je remarque. C'est-à-dire qu'ils dissocient déjà les Français d'obédience juive, et ils dissocient avec d'Israël, et n'ont pas de sympathie pour Israël. Ça, c'est quelque chose que je remarque. Parce que les gens du monde entier ont assisté, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à un génocide en direct. Je veux dire, qui peut avoir de la sympathie pour un État qui détruit 75% des infrastructures civiles de Gaza, qui massacre, officiellement, on nous dit qu'il y a 45 000, 50 000 morts ou 60 000 morts, mais quand on suit les travaux du Lancet qui compte les morts indirectes, on en est à entre 220 000 et 240 000 morts. Et sur ces 240 000 morts, on a 70% des victimes qui sont des enfants et des femmes. Et je précise quand même que 220 000 morts, 240 000 morts sur la totalité de la population de Gaza, qui est d'environ 2,2 millions d'individus, ça signifie 10% de la population. 10% de la population de Gaza qui a été exterminée par les Israéliens, et sans parler des images. On a vu des mères voir leurs enfants brûlés vifs.
on a vu des gens brûlés vifs par une armée, pas par un groupe terroriste. Là, on pourrait y revenir, puisque Tsahal, l'armée israélienne, en 1948, est en fait un agrégat des milices sionistes terroristes créées dans les années 20, 30 et 40. Donc oui, effectivement, un être humain normalement constitué ne peut pas jouir de voir cela. Par contre, on a vu des pro-israéliens, là oui, littéralement jouir en voyant ces images de Palestiniens massacrés. Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Patrick Pazin, éditeur. Salut Patrick, comment vas-tu ? Très bien, merci Mike pour l'invitation. Donc oui, je trouve que c'est un vrai sujet, vaste sujet. Peut-être d'ailleurs nous aurons le temps de voir si dans d'autres parties du monde, d'autres conflits sont générés sur les mêmes bases messianiques. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose, parce que, alors il y a également l'économique, les champs de gaz. On sait que la Méditerranée est riche en champs de gaz. Donc la question que je me pose, et justement on va pouvoir l'enrichir, c'est est-ce que finalement ce messianisme c'est une cause ou c'est plus un outil pour justement récupérer les champs de gaz? Enfin, je Bonne résume. question. On va du coup en débattre. Merci, cher Patrick. Et à notre droite, le Congolais blanc, François Martin. Comment ça va, cher François ? Je suis chez moi ici. Je suis sûr des choses à dire aussi. Oui. Je suis très content d'abord de retrouver mon ami Youssef, avec lequel on a l'habitude de discuter assez régulièrement, autant de fois qu'on le peut. Mais surtout, je trouve que l'approche qui consiste à analyser les rapports incestueux, je vais dire entre la politique et la religion, sont indispensables sous leurs trois formes. Ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire la récupération de la religion à des fins politiques, et là on est pile dedans, et là-dedans il y a une ligne de fracture entre les vrais juifs et les sionistes, que les intellectuels juifs français connaissent parfaitement, mais qui font semblant d'ignorer, avec une lâcheté qui est épouvantable, en faisant passer pour en fait antisémites ce qui est antisioniste, et eux le savent mieux que personne. Ça, le césaropapisme. L'autre côté, c'est la théocratie, c'est-à-dire la récupération de la politique à des fins religieuses, qui est encore une autre truc. Et la troisième qu'on oublie toujours, c'est la religion civile, c'est-à-dire la sacralisation de la cité à des fins à la fois religieuses et politiques. Voilà, c'est ça. Donc, avec ça, on couvre le champ, et il n'y a pas de manque de rationalité à étudier les relations entre les uns et les autres, c'est évident. Bon. Ce qui ne veut pas dire, et je vais m'arrêter là, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément le messianisme, quel qu'il soit, qui a le dessus. Parce que une chose, c'est ce que les gens croient. Est-ce qu'ils sont possédés par une vision, c'est une chose. Autre chose, c'est la réalité de leur situation. Si moi je dis mon messianisme c'est d'aller au bout de l'Everest, mais que je me suis ruiné dans mes affaires, que je ne peux pas me payer une voiture, ni une paire de chaussures, ni un litre d'essence, je ne vais pas aller à l'Everest. Donc il faut mettre les deux choses en regard toujours. Bon, on va en parler. Merci beaucoup, cher François. T'en prie. Dites-moi, cher Youssef, est-ce que ça, c'est ce fameux troisième temple ? Oui, alors ce que vous voyez sur la couverture, On peut montrer la couverture. C'est la maquette du temple que les Israéliens comptent reconstruire. Alors cette maquette, elle se trouve dans l'Institut pour la reconstruction du temple à Jérusalem, qui est plus qu'un musée en fait, où il y a, donc ils ont préparé dans ce musée tous les instruments de la prêtrise, la maquette. Cette maquette a été présentée à Bolsonaro quand il était président du Brésil, elle a été présentée aussi à Mike Pompeo lorsqu'il était secrétaire d'État sous la première administration Trump, qui est un évangélique sioniste, ce Mike Pompeo. Donc c'est tout à fait, c'est un projet qui est tout à fait officiel. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité intérieure qui a démissionné d'ailleurs le 19 janvier dernier, Itamar Ben-Gvir, est lié au rabbin de cet institut. Voilà. Et donc, la reconstruction du temple est un projet officiel et qui
et qui remonte à loin. C'est pas un projet qui vient d'être élaboré avec ce nouveau gouvernement de Netanyahou. Quelle est sa symbolique exacte de ce troisième temple? Ah, c'est une longue histoire. En fait, le premier temple a été, d'après la Bible hébraïque, construit à l'époque du roi prophète Salomon. Il a été détruit une première fois par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ, en 586 avant Jésus-Christ. Puis il a été reconstruit durant l'époque perse et détruit une seconde fois par les Romains en 70 de notre ère. Le temple est absolument central dans l'histoire du judaïsme et dans l'histoire théologico-politique du messianisme juif. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, l'histoire juive commence avec cette catastrophe. Bon, bien sûr, il y a l'histoire biblique avec Adam, puis l'histoire du patriarche Abraham, mais véritablement, la conception historique du messianisme juif, selon moi, débute avec la destruction du temple. 70. Déjà du premier temple, puis du second temple, parce que c'est le même principe, de destruction. Et dans la cosmo-histoire, notamment telle qu'elle a été élaborée au XVIe siècle par un grand rabbin extrêmement important qui s'appelle Isaac Luria, il fait coïncider l'histoire du cosmos, la conception cosmo-historique, l'histoire de l'humanité, avec la destruction et la reconstruction du temple. Parce qu'en fait, la destruction du temple, du premier temple, correspond au niveau cosmique dans la Kabbale juive et donc dans le messianisme juif, à la création de l'univers qui est ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le Big Bang. En fait, les astronomes déistes se calquent d'une certaine façon sur cette conception, qui est à la fois gnostique et kabbalistique, qu'appelle la Kabbale la brisure des vases. Donc en fait, le cosmos serait issu d'une catastrophe primordiale. Et donc la mission du peuple juif est à la fois de retourner en Terre Sainte, de reconstruire le temple et de réparer le monde, ce qu'on appelle le Tikkun Olam. Donc cette maquette-là du temple que vous voyez, le projet de reconstruction du temple, c'est pas simplement pour reprendre les sacrifices et avoir un lieu de culte dans la ville sainte. Il s'agit véritablement d'une construction qui a un lien avec la fin de l'histoire, rien moins que cela. Donc voilà, on a ce troisième temple et qui représente énormément. Mais est-ce que on sait que le sionisme vient un peu de la gauche, que ce sont des gens qui sont quand même qui sont laïques. Est-ce que comment ont-ils réussi ces gens à imprégner la religion dans ce sionisme? Alors, on en parle dans cet ouvrage, bien sûr, mais ça, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans. Mon premier ouvrage porte là-dessus. Ma thèse, et qui est reprise, bien sûr, dans cet ouvrage, avec Pierre-Antoine Plaquevent, c'est que le sionisme n'est pas né à la fin du XIXe siècle. Il n'est pas né dans les milieux laïques, socialistes, nationalistes de la fin du XIXe siècle. Il n'est pas né non plus, comme le pensent un certain nombre d'historiens, dans les milieux protestants millénaristes du XVIIe siècle. Il est né dans les milieux kabbalistiques, messianiques, juifs. Simplement, au XVIIe siècle, sous l'influence de ce messianisme juif, il a pénétré les milieux protestant millénariste, et il s'est sécularisé, il s'est laïcisé. En fait, au XVIIIe, puis surtout au XIXe siècle, vous avez de nombreuses idées religieuses qui vont se séculariser, et même avant. Je ne vais pas refaire toute cette histoire-là, mais au XIXe siècle, le sionisme, le projet sioniste religieux, s'est laïcisé, s'est sécularisé. Et d'ailleurs, on a les noms. Dans le livre, vous verrez, on a les noms. On a par exemple le rabbin Kalischer, qui au milieu du XIXe siècle veut coloniser la Palestine, restaurer le royaume d'Israël, etc. Et puis Moses Hess, juste après lui, qui est un juif allemand socialiste proche de Karl Marx et de Friedrich Engels, qui reprend le projet de Kalischer, et qui lui est un socialiste, Moses Hess. Et
Theodor Herzl, influencé par Moses Hess, va véritablement commencer à concrétiser le projet. Et donc, on les connaît, les étapes de la laïcisation du projet messianique sioniste au XIXe siècle. Et donc, ceux qui vont porter ce sionisme, Herzl n'est pas un socialiste. Herzl, il est influencé par les mouvements des nationalités européennes, le nationalisme européen. Et ce sont effectivement des socialistes majoritairement des socialistes juifs, qui vont majoritairement porter ce projet. Et la grande figure du socialisme sioniste est David Ben Gourion. Mais il se trouve que David Ben Gourion lui-même est un spécialiste de la Bible hébraïque. Il avait créé dans sa maison en Palestine occupée un cercle d'études bibliques. Et pour lui, il est très clair que la Bible hébraïque est un manuel politique et une justification politique pour accomplir le projet sioniste. Et moi, je me suis toujours posé la question, si les Allemands, avant-guerre, avaient réussi leur projet, c'est-à-dire Madagascar, Ouganda, est-ce qu'il y aurait eu Israël ? Alors, en fait, Theodor Herzl avait proposé de créer un État juif, effectivement, en Patagonie, en Ouganda. Mais c'est au sein même de l'organisation sioniste mondiale qu'il a trouvé des résistances très nettes. Parce que pour les sionistes majoritairement, la seule option acceptable, c'est la Terre Sainte. Et d'ailleurs, Theodor Herzl va s'y plier, puisque toute son action auprès des grands de ce monde, notamment le sultan ottoman de l'époque, toute son action auprès notamment du pape Pie X, qui va refuser catégoriquement de soutenir le projet sioniste, vise à créer un État juif en Palestine. Voilà. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, dans le volume 2, page 711, il pose une carte, il publie une carte du futur État d'Israël qui correspond aux frontières bibliques, du Nil à l'Euphrate. Mais du coup, jusqu'où va ce messianisme ? Est-ce que, dans le sens où, jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Est-ce qu'ils sont prêts à aller peut-être à déclencher un conflit mondial pour l'incarner ? Oui, c'est ça le projet. En fait, quand on se penche sur l'eschatologie juive en général et sur le sionisme messianique, on lit, et c'est dit très clairement, et même si vous écoutez les cours de rabbins sur la fin des temps, il est dit très clairement que le Mashiach, donc le Messie des Juifs, ne viendra que lorsqu'il y aura eu la grande guerre de Gog et Magog. Et d'ailleurs, du point de vue d'un certain nombre de rabbins, notamment c'est cité dans l'ouvrage, un certain nombre de rabbins importants et influents, Gog est la Russie. Donc le Messie ne viendra que lorsqu'il y aura eu une grande guerre dévastatrice pour le monde, impliquant notamment la Russie. Et c'est pour cela que Benjamin Netanyahou, le lobby pro-israélien depuis des décennies, les autres dirigeants israéliens, tentent de pousser les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, mais aussi contre la Russie. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.